On discute cybersécurité avec Sento qui est avec nous, qui est expert en cybersécurité. Bonjour. Bien le bonjour. Et joyeux anniversaire d'ailleurs. Merci beaucoup Sento et je salue votre père qui s'appelle... Ah ça je vais pas le dire. On peut pas le dire. Son ça. prénom pour le saluer puisque c'est un auditeur des GG et on peut dire bonjour papa. Voilà. Je sais que tout le monde me regarde à la maison. Bonjour papa de Sento, fidèle auditeur des grandes gueules. Moi je voulais voir avec vous là ce matin les Zero Bytes là les pirates ou le pirate informatique numérique dit qu'il s'est attaqué aussi à l'éducation nationale et qu'il a sorti pour 43 gigas de fichiers, des millions d'identifiants de personnel, d'élèves, de comptes académiques. On peut le croire ? Si déjà il a réussi la prouesse de pirater la DGFiP, pourquoi pas l'éducation nationale ? Surtout que ça, c'est arrivé en juillet et qu'il y avait une communication de l'éducation nationale sur ce piratage-là. Et le problème, en fait, c'est que visiblement, il semblerait qu'ils aient détecté le piratage, ils aient détecté qu'il avait un accès non autorisé, mais qu'il a quand même pu continuer à garder son compte une fois détecté. Donc ça veut dire que même après avoir exfiltré les données, il était toujours présent sur le système. On rejoint ce qui s'est passé avec les impôts. Comment est-ce que c'est possible ? Comment ça se passe alors ? En fait, moi, malheureusement, j'ai pas de boule de cristal, mais ce que je peux supposer, c'est qu'il y a eu un vol de compte, soit par phishing, soit par quelqu'un dont on a graissé un petit peu la patte, où on lui dit, tu me donnes ton compte, je te rémunère, et puis après, on se pose pas de questions. Ton compte, c'est ton adresse mail, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, les accréditations pour accéder aux interfaces de l'éducation nationale, en tout cas. Le problème, là, c'est que ces données, une fois dans la liberté, en plus de pouvoir cibler des personnes qui sont en difficulté, que ce soit difficulté scolaire ou même potentiellement des élèves qui peuvent être en situation de handicap, parce que c'est référencé, on a les informations sur les élèves, notamment le parcours scolaire, et les informations, on va dire... sociale, si on peut le dire ainsi. Donc en fait, le risque, c'est qu'on peut potentiellement cibler des personnes handicapées, des personnes qui ont des difficultés à, on va dire, s'intégrer dans la société, et ça peut faire énormément de dégâts. Alors moi, j'imagine surtout tous les pédophiles qui vont se ruer là-dessus en disant super, on va pouvoir trouver des gamins très facilement, parce qu'on a les informations des parents aussi. Comment est-ce qu'on arrive à revendre ces données sur Internet ? Comment est-ce que ça se passe, quoi, en fait ? Grosso modo, pour faire très simple, il y a, on va dire, le Amazon de la cybercriminalité, où on peut diffuser ces informations moyennant argent ou non, on peut le faire gratuitement aussi. Et le vrai problème, c'est qu'une fois que ces données sont payées, elles peuvent être distribuées gratuitement ou non. Ça, c'est, on va dire, à la discrétion de l'acheteur. Le vrai problème, il est là. Et le deuxième sujet qui, pour moi, est quand même assez important, on entend beaucoup de journalistes parler de dark web pour ces informations. Il faut savoir qu'en fait, c'est, on va dire, une lubie des journalistes depuis, on va dire, une quinzaine d'années, parce que c'est disponible sur l'Internet que l'on connaît tous, en fait. Ouais. On n'a pas besoin de télécharger un logiciel ou quoi que ce soit. C'est disponible à la vue de tous. Faut pas se leurrer là-dessus. Ça existe depuis très longtemps, en fait, déjà. Mais comment est-ce qu'on est une passoire numérique ? Oui, on est une passoire numérique, mais ça fait déjà belle lurette. Mais pourquoi ? Pourquoi pas ? Moi je le dirais comme ça, pourquoi pas ? C'est un manque de moyens, c'est un manque d'intéressement aussi. Il faut savoir que la cybersécurité a toujours été mise à l'écart. C'est un budget, c'est un poids pour les sociétés. Oui, ça coûte très cher. Ça coûte cher, ça coûte cher. Extrêmement cher. Mais est-ce que c'est pas plus intéressant de régler le problème maintenant avant d'attendre qu'il y ait une hémorragie ? Et est-ce que c'est diamétralement différent chez nos pays voisins ? Alors, on est les premiers en Europe, si je ne m'abuse, et on est le deuxième pays le plus piraté derrière les États-Unis. Alors qu'il y a quand même un petit peu plus de population aux États-Unis qu'en France, donc ça la fout mal. Bon, il y a l'Italie aussi qui a été piratée, aussi, mais la Suède aussi, ça j'ai n'enlève vu. pas que ça veut dire ça veut dire que quelqu'un comme Zero Bytes, il est très fort, ou ça veut dire c'est que très facile de venir en France. C'est très Je pense facile. que c'est un peu des deux. Je pense que c'est un peu des deux. Et le constat que moi je fais, parce que aujourd'hui on parle énormément à l'ère de l'intelligence artificielle, de ChatGPT, de Claude et tout ça, faut se rendre compte d'une réalité, c'est qu'aujourd'hui, faire de l'exfiltration de données, pirater des systèmes, grâce à l'IA, c'est devenu beaucoup plus simple qu'avant. On n'a pas besoin d'avoir des compétences en informatique, en cybersécurité, incroyables. Parce que le principe même de ces IA, c'est d'engorger un nombre incalculable d'informations, notamment en cybersécurité, et eux peuvent produire des failles que nous, on pourrait potentiellement ne pas détecter. En fait, le risque, il est là. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas la même chose pour détecter ces failles et éviter qu'on ne les utilise avant ? C'est faisable. C'est faisable. Mais ça veut dire qu'on n'a pas les bons experts dans les ministères alors ? Non, je pense sincèrement que c'est pas une question d'avoir les bons ou les mauvais experts, c'est qu'on ne leur donne pas assez de crédit, en fait. On ne leur donne pas assez de moyens. Et ils n'ont pas, je dirais, de priorité actuellement.
on les met un petit peu à l'écart en fait. On ne leur laisse pas le choix de faire ce qui devrait être fait finalement. Joël Dagosseri. Et tout à l'heure, vous avez dit que c'est un manque d'intérêt. Est-ce que, par exemple, lorsque l'IA est arrivée, on a entendu des prises de parole de ministres qui nous expliquaient que c'était rien du tout, que c'était juste une machine, etc. En fait, on a senti une sorte de mépris quant au rôle de l'IA et de la place qu'elle allait prendre dans les entreprises, enfin, dans notre quotidien. Donc moi, je me demande même si le personnel politique en lui-même s'intéresse réellement à ces questions de technologie et accorde du crédit à ça. Et du coup, est-ce que c'est pas ça qui fait qu'ils mettent pas les moyens dessus? C'est-à-dire il y a une sorte de méconnaissance de cette partie-là, de cette technologie-là. C'est un tout en fait, c'est un tout. Pour moi, le virage de l'IA, c'est un petit peu comme quand on est passé du Minitel. Moi, j'étais pas né, j'ai que 22 ans, mais comme quand on est passé du Minitel, qui était une révolution à l'époque, à Internet tel que l'on le connaît aujourd'hui. C'est arrivé il y a 30 ans. Il y en a plein qui n'ont pas voulu prendre le virage en se disant que c'était qu'une passe. L'IA, on est un peu dans le même constat en fait. Ça peut changer la vie de tous, ça peut aider au quotidien, mais ça peut aussi faire des dégâts. Moi, le parallèle que j'aime bien faire, c'est comme un couteau en fait que l'on a en cuisine. On peut s'en servir pour découper de la viande, découper des légumes, mais on peut aussi s'en servir si on est un peu frappadingue dans la rue de planter quelqu'un. Le constat est le même avec l'IA, c'est que ça peut servir pour le bien commun comme pour le mal. Et c'est l'usage que l'on en fait. Ça n'est pas l'IA elle-même qui est mauvaise, c'est l'usage que l'on en fait. Donc le virage, il faut le prendre. Il faut comprendre que le problème à l'heure actuelle, c'est qu'on n'est plus en capacité de rester les bras croisés, de faire la politique de l'autruche et de dire non mais il va rien se passer. Parce que la réalité, c'est que ça fait déjà des années qu'il se passe des choses et qu'on n'en parle pas. Là, ce piratage des impôts et de l'éducation nationale, c'est remuer le couteau dans la plaie et de dire écoutez, va falloir peut-être se bouger un petit peu parce que ça fait des années que ça dure en fait. On a eu SFR, on a eu Free, on a eu Bouygues, on a eu France Travail. France Travail qui est malgré tout une antenne de l'État. On a eu les impôts NTS, avec on a eu l'Office d'immigration aussi. Faut se rappeler ce que ça veut dire la NTS. C'est l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est ceux qui font nos passeports au bout quand même. et nos cartes d'identité. Oui. Donc là aussi, on se dit que c'est quand même dingue de pouvoir rentrer et de piquer autant de données. Mais ce qui est dingue, c'est qu'il n'y ait pas de vérification qui soit mise en place. Moi, c'est ce que je déplore. Alors justement, quelles sont vos préconisations, puisque vous êtes spécialiste et vous dites que justement il y a un manque de budget pour les personnes qui seraient capables de le faire. Mais qu'est-ce que vous préconiseriez vous alors à mettre en place? Je sais pas, une authentification plus forte. Le truc est tout bête. Tous ici, vous êtes chroniqueurs. Quand vous voulez rentrer dans les locaux, vous avez un badge d'accès. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose pour les entreprises, un minimum importante, et pour les organismes publics d'État? Pourquoi est-ce que l'on n'a pas pareil Sincèrement, moi je veux pas, mais j'imagine bien que chaque fonctionnaire a un badge pour pouvoir accéder à l'immeuble dans lequel il travaille. Peut-être, mais pour accéder aux outils informatiques, est-ce que c'est le cas? Pour rentrer dans le système des impôts. Il y a pas. Ils ont bien des accès, des mots de passe. Puisque là, ça a été le vol d'un identifiant avec une extraction massive de données. C'est là le véritable problème, c'est qu'il suffit d'un identifiant et un mot de passe. Mais s'il suffit d'un troisième facteur, que ça soit une authentification biométrique, donc c'est ça, donc une authentification plus forte. Voilà, parce qu'on nous dit non ça mais coupe tout là. Mais potentiellement, le risque zéro n'existe pas. Et c'est l'ANSSI qui le dit, qui est vraiment l'autorité qui permet de certifier que les services de l'État sont entre guillemets impénétrables. Ça n'est pas le cas en fait. Il faut comprendre que l'ANSSI explique que dès lors qu'un système... C'est la sécurité informatique, l'agence nationale. C'est ça. Eux, c'est vraiment, on va dire, la plus grosse antenne que l'on puisse avoir en termes de sécurité en France. Et eux, ils disent concrètement que dès lors qu'un outil informatique peut être contacté, que ça soit via Internet ou via un branchement de périphérique ou des ondes radio, il peut être piraté. Donc dès lors que l'on part de ce constat-là, il faut se rendre compte que tout système est potentiellement piratable. Donc ce qu'il faut faire, c'est éliminer ce que l'on appelle la surface d'attaque. On élimine les points d'entrée, les points de défaillance. Et les points d'entrée et les points de défaillance, pardon, je ne veux pas monopoliser la conversation. Parce que vas-y. Mais est-ce que, puisqu'on dit toujours que c'est une faille humaine, est-ce qu'on ne pourrait pas former davantage les citoyens français pour justement leur dire attention, au lieu de simplement dire soyez vigilants, les former sur le fait que si on reçoit un mail, tout de suite identifier... Ça ne suffirait pas parce que moi, ce que je fais principalement, c'est de la prévention au risque numérique, mais surtout de la chasse aux escrocs. En fait, moi, je suis principalement connu pour ça. Et l'intégralité des victimes, j'ai eu un monsieur hier qui s'est fait avoir plus de 8 000 €.
en l'espace de quelques minutes. Et il faut savoir que ce monsieur, il n'est pas plus bête qu'un autre, mais c'est de la manipulation dont il a été victime. Et même avec de la prévention... C'est comme un voleur à la tire qui, dans le temps, se faisait passer pour un marchand ambulant et rentrait dans ta maison. Et puis, il avait un complice qui rentrait dans la maison. C'est le même système. Oui, mais si on te forme à détecter plus facilement, en tout cas, les arnaques... Ça changera perpétuellement. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui. Ils vont s'adapter à chaque fois. Même si on est formé, on a toujours cette petite lumière en tête qui fait « moi, ça ne m'arrivera pas ». Et c'est systématiquement le cas. Quand j'ai des victimes d'arnaque, elles me disent mais j'aurais pas cru me faire avoir. C'est de la crédibilité humaine, c'est le facteur humain qui est toujours le maillon faible on a confiance en l'humain et c'est une belle chose d'avoir confiance en l'être humain. De moins en moins. Malheureusement, mais pourquoi? Mais parce qu'il y a des excusez-moi du terme, mais des enfoirés qui existent et qui profitent de ça. Donc le vrai risque en fait, il est là, c'est le facteur humain. On dit en informatique, c'est une phrase que j'aime bien, c'est que le problème est toujours entre la chaise et le clavier. Il y a quoi entre la chaise et le clavier? Nous. C'est systématique. L'image est belle. L'erreur provient de l'humain. C'est pas un problème informatique. La faille humaine. On peut imaginer toutes les éventualités possibles, mais le risque premier, c'est l'humain, encore et toujours, partout, en fait. Mais est-ce que, à votre connaissance, parce que vous dites l'erreur provient de l'humain, si on sort de l'erreur et qu'on parle vraiment de corruption de l'humain, c'est-à-dire vraiment d'aller chercher un agent de l'État qui travaille dans ces services-là, de le soudoyer et qui puisse... Voilà. Donc là, c'est volontaire. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des actions menées par l'État justement pour pallier le soudoiement de ces agents, etc. Dans votre cas, pour le coup, vu que vous aviez eu quelqu'un qui s'était immiscé dans votre vie privée auprès des impôts, j'ai regardé l'émission, donc comme ça, je suis pas trop bête. Si, il y a des actions qui sont menées. Mais le vrai problème, en fait, tel qu'il est, c'est surtout... Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'investigations de menées? On avait eu le cas de quelqu'un aux impôts qui avait donné des informations sur quelqu'un qui détenait de la crypto-monnaie. Ça avait fait le buzz et puis après on n'en a plus parlé. Mais il faut comprendre que c'est un phénomène qui est entre guillemets démocratisé. Si vous allez dans une boutique de n'importe quel opérateur et que vous donnez de l'argent à quelqu'un, il peut vous ressortir les informations des abonnés. Et alors, est-ce qu'il y a un seul service qui ne serait pas violable? Non, tous les services le sont. Quand on part du principe que tout système informatique est pénétrable, tous les services le seront tôt ou tard. La question, c'est quand? Parce que la différence entre un système qui n'est pas protégé et un système qui est un minimum protégé, ça va être le temps passé pour récupérer les accès. Si on fait grimper cette charge de travail, il y a plus de chances que le pirate passe à autre chose. Mais est-ce que c'est quelque chose qui va être mis en place? Parce que ça demande de l'argent. Est-ce que c'est jugé important? Je ne pense pas. Il y a une étude qui avait été menée en 2024 sur les coupes budgétaires que l'on pourrait faire pour éviter qu'on prenne trop d'argent. Eh ben, la deuxième chose qui apparaissait, c'était le numérique. Alors qu'on voit tous aujourd'hui que le risque de faire descendre les subventions du numérique, c'est en partie être assujetti à encore plus de piratage. Le risque premier, il est là. Ça ne concerne pas que l'État, ça nous concerne nous tous. On est tous concernés. Est-ce qu'on a envie d'avoir nos informations divulguées à la vue de tous? Je ne pense pas. Non. Ouais, d'où l'intérêt d'avoir des mots de passe robustes, sécurisés, de Même faire... pas. Même en fait, pas. Le principe du mot de passe sécurisé, ça n'est que mon avis. Mais pour moi, c'était vrai il y a 5 ans, il y a 10 ans. Maintenant qu'on a... plus loin que ça. Mais en fait, le problème, c'est que les serveurs, quand on se connecte et qu'on fait 3 mots de passe erronés, ça verrouille le compte en temps normal. Donc, si on est sur une attaque qu'on appelle de force brute, où on teste toutes les combinaisons possibles, le compte est verrouillé. Mais dès lors que le mot de passe est valide, si on a été piraté, ça change rien que l'on ait un mot de passe fort ou pas. Ce qu'il faut, c'est une troisième mesure, une protection via identification biométrique, via un code qui change toutes les 6 minutes sur le téléphone, idéalement pas par SMS, parce qu'on peut récupérer un numéro de téléphone très facilement. Donc, il y a tout un cas à imaginer et à éviter, en fait. Donc, alors, ce qui veut dire que là, pour l'administration des impôts, il y a un manquement. La protection des données, elle n'était pas optimale. Non. Et donc, le problème, du coup, c'est que les administrés pourront très bien se retourner contre l'État. Ah, mais parce potentiellement. Que, du coup, potentiellement. Parce qu'il faut comprendre que c'est un manquement. Il y a une négligence que moi je considère qui est extrêmement grave, c'est que l'on n'a pas fait et qu'on n'a pas disposé des mesures qui auraient dû être mises en place, qui sont recommandées par la Commission nationale informatique et liberté, qui dispose qu'on devrait mettre de la double authentification partout. Et un de nos ministres, dont j'ai oublié le nom parce qu'il y en a tellement, il a expliqué qu'on doit mettre en place la double authentification. Ça veut dire qu'elle ne l'était pas déjà. Donc n'importe qui a un mot de passe qui a été piraté peut se connecter sur le système des impôts. On a Thierry qui veut vous poser une question. Thierry, bonjour. Bonjour les GG, bonjour votre invité et joyeux anniversaire. Merci Thierry. Santo vous écoute, allez-y Thierry alors. Moi je voudrais demander à votre invité, au 1er septembre, comme vous le savez, donc dans moins de 13 jours, les professionnels vont être soumis à la facturation électronique. Je suis concerné moi aussi et c'est un sujet qui me débecte. Des millions de données d'entreprises avec des numéros de TVA, des coordonnées vont être balancées sur le net et transmises à des sociétés privées. Parce que l'État s'en est déchargé. Qu'en pense votre invité ?
Qu'est-ce que vous en dites alors de cette qu'on nous pousse à la facturation électronique? Pour moi, c'est une connerie en fait. Voilà, Thierry, vous avez la réponse. Voilà, moi, je suis même assujetti à ça. J'ai une auto-entreprise parce que je fais malgré tout des conférences. Et il faut se rendre compte que devoir divulguer ces informations, c'est potentiellement dire quelle entreprise a qui comme client s'il y a une énième fuite de données. Les finances publiques doivent être imaginons-le, normalement impénétrable. On ne devrait pas avoir ce genre de fuite. Qu'est-ce qui se passe si on sait quelles entreprises facturent à qui? Il y a des risques d'usurpation d'identité auprès de ces sociétés. Voilà. On a des grosses entreprises. Je suis sûr que si on envoie des factures au siège des RMC en disant je dois faire facturer telle chose, il y en a tellement qui sont envoyés qui vont pas vérifier. Donc là, il y a un vrai risque auprès de ces sociétés d'exfiltration d'argent aussi, en plus des données finalement. Ouais. Un mot quand même, Thierry, vous avez eu la réponse de Sento, vous voyez, sur Zero Bytes, donc sur les fameux pirates eux-mêmes. J'imagine que pour arriver à les attraper, c'est une question de temps, quoi, en fait. Ça dépend. En plus, ils communiquent pas mal sur les réseaux sociaux. C'est ça, il y a des traces. Après, j'ose espérer qu'ils sont pas plus bêtes qu'un autre. Attends, finissez. C'est difficile à dire des bienfaiteurs, mais moi ce que je constate, c'est que le petit jeune de 15 ans qui a piraté la NTS a été retrouvé, celui qui avait piraté Free a été retrouvé, celui qui avait piraté SFR de mémoire a été retrouvé aussi. Donc à un moment donné, tout va se recoller. On va les retrouver. Mais moi, je me dis peut-être que ces gens-là, il faudrait comprendre premièrement comment ils font pour éviter que ça ne se reproduise avant de les arrêter. Parce que il faudrait les retourner et les faire travailler. Je ne sais pas si on peut leur faire confiance parce que s'ils ont fait ça une fois, qui dit qu'ils ne le referaient pas? On ne peut pas leur donner des accès accrédités. Mais ce qui est sûr, c'est que le travail qu'ils ont fait devrait être fait par l'État. Il y a ce qu'on appelle des hackers éthiques qui sont là pour justement trouver ces failles et dire comment les colmater. C'est leur travail. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est que l'on écoute les personnes dont c'est le travail et qu'on leur dise, écoutez, on sait que vous êtes compétents, venez avec nous. On va pas aller voir Bébert qui aime bien la vinasse et lui demander des conseils pour une opération chirurgicale. On va pas lui demander ça. On va voir un vrai médecin, on va voir un chirurgien. Pourquoi est-ce que là, on ferait pas ça pour la sécurité de nos données? Merci Sento, merci d'être passé par les GG, par les grandes gueules, nous aider à comprendre l'ampleur de ce phénomène. Et surtout, donc, aujourd'hui, quand on dit on est une passoire informatique, la réponse, elle est oui, c'est clair. Merci Sento. RMC, les grandes gueules.